Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public que pour la seconde, et j'espère même, je suis même sûr, pour la deuxième fois, nous enregistrons à la Fondation Michalski, à Montrichet, en Suisse, à l'invitation et grâce à l'hospitalité de Vera Michalski. Dans cette fondation, donc, où nous enregistrons en public cette émission, nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec une équipe éminemment internationale, puisque de ma droite à ma gauche, nous ferons appel aux lumières de Lucille Schmitt, française pure souche, et vice-présidente de la Fabrique écologique, puis aux lumières de Richard Verly, franco-suisse, et correspondant à Paris notamment de Blick.fr, un média peer-to-peer, comme on dit aujourd'hui, de Lionel Zinsou, franco-béninois, et quelque peu helvète, dans des circonstances mystérieuses qu'il ne manquera pas de nous expliquer, et enfin, de Lionel Zinsou, président de la Fondation Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin, et enfin de Jacques Pillet, journaliste, ex-rédacteur en chef de l'Hebdo et du Nouveau Quotidien devenu Le Temps, et éditorialiste sur le site bonpourlatête.com. Rien que l'intitulé de ce site donne envie d'aller y voir. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Cancer au pluriel, tout ce qui a changé », et il est ainsi chapeauté. Longtemps, le cancer a été synonyme de désastre personnel, d'exil intérieur et de mort quasi certaine. Les choses ont heureusement changé, des tabous ont été levés. C'est à cette maladie désormais commune et toujours terrifiante que se consacre ce numéro du 1, qui fait écho à l'exposition de la Cité des sciences et de l'industrie, dont l'intitulé « Cancer au pluriel » souligne une part du chemin accompli. Le crabe, carkinos en grec ancien, décrit par Hippocrate, a muté en une quantité de maladies, 200 répertoriées, aux évolutions toutes différentes, de mieux en mieux connues et combattues. Nous avons mis en ligne mercredi dans nos badas, dans notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, le premier de 3 entretiens avec Amos Reichmann autour du livre qu'il a consacré à Jacques Chiffrin, né à Bakou, voyageur à travers l'Europe, installé à Paris, où il sera le fondateur des éditions de la Pléiade, avant de devoir quitter la France et perdre ces éditions de la Pléiade, quitter la France pour les États-Unis, où il donnera leur dynamisme aux éditions Pantheon Books à New York. C'est sous le titre « Un éditeur en exil » qu'Amos Reichmann a publié sa riche biographie de Jacques Chiffrin aux éditions du Seuil. Et puis enfin, n'oubliez pas que vos contributions assurent la pérennité de nos conversations, ni qu'elles sont défiscalisées à hauteur de 66%, et merci à ceux qui se sont souvenus de cette nécessité pour notre podcast. Je vous propose que nous commencions maintenant par ce sujet sur l'Ukraine qui rebondit sur la phrase du président de la République « un changement de nature de la guerre ». 2 jours après l'attaque qui a endommagé le pont de Crimée, sans que l'on sache encore le responsable, la Russie a lancé le 10 octobre 84 missiles et 24 drones suicides sur l'Ukraine, selon un décompte établi par le président ukrainien. La capitale, Kiev, touchée par plusieurs projectiles, n'avait plus été visée depuis le 26 juin. Au total, 23 villes ont été pilonnées, parmi lesquelles Lviv, Kharkiv, Odessa, Dnipro ou encore Zaporijjia. Plusieurs cités situées dans l'ouest du pays, loin des combats, n'avaient pas connu un tel déluge depuis le début du conflit. Des infrastructures énergétiques, mais aussi des cibles civiles, dont une aire de jeu pour enfants, ont été atteintes. Certains des missiles tombés sur la capitale ukrainienne ont été tirés du territoire biélorusse, et le maître du Kremlin a promis de monter en gamme en y stationnant également des missiles balistiques. Alexandre Loukachenko, qui avait jusqu'alors prêté son territoire à l'armée russe sans participer au conflit, a accusé l'Ukraine de préparer une attaque contre la Biélorussie et annoncé le déploiement de troupes communes russes et biélorusses. Il a également accusé 2 autres pays voisins, la Pologne et la Lituanie, d'accueillir des combattants qui prépareraient des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans notre pays. L'armée biélorusse peu entraînée ne compte que 45 000 hommes dans les forces actives.
L'ONU a dénoncé une escalade inacceptable de la guerre. Ces frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils, c'est un changement profond de la nature de la guerre, a commenté pour sa part le président de la République française. Pour le chef de la diplomatie ukrainienne, Poutine est désespéré à cause des défaites sur le champ de bataille et il utilise le terrorisme des missiles pour essayer de changer le rythme de la guerre en sa faveur. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles frappes russes ont incité l'Europe et les États-Unis à poursuivre et à amplifier leur aide à l'Ukraine. Kiev recevra plus rapidement des systèmes de défense antiaérienne sophistiqués et peut-être des armes offensives à longue portée. Joe Biden a promis des systèmes avancés de défense aérienne. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a confirmé la livraison dans les prochains jours de systèmes Iris-T, créant une bulle de protection de 20 km de hauteur et de 40 km de largeur. 2 jours avant les frappes, la nomination à la tête des troupes russes en Ukraine de Sergueï Sourovikine, connu pour ses faits d'armes non conventionnels en Syrie, a été saluée par les faucons du régime. Sergueï Sourovikine doit son surnom de général Armageddon à ses exploits comme commandant le détachement russe venu en aide au régime de Bachar el-Assad en Syrie et notamment au moment de la destruction d'Alep où il aurait recouru, selon l'ONG Human Rights Watch, à des armes chimiques. Les frappes aériennes massives et indiscriminées du 10 octobre semblent être sa signature. Sur cette question, Richard Verby. Assistons-nous à un changement profond de la nature de la guerre, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron? En ce qui me concerne, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des éléments nouveaux par rapport à ce qu'on avait vu ces dernières semaines, mais si on reprend la chronologie du conflit depuis son déclenchement, c'est-à-dire depuis le 24 février, on retrouve dans ce qui vient de se passer des éléments qu'on connaissait. Les frappes de missiles, c'est quand même comme ça que ça a commencé, cette guerre en Ukraine, et au début du conflit, les Russes ont envoyé quantité de missiles sur des cibles ukrainiennes. Bien évidemment, la différence, c'est qu'à cette époque, les missiles étaient suivis d'une avancée des chars et des troupes russes dont on sait qu'elles avaient pour ambition de prendre Kiev et de se saisir de toute une partie orientale, j'ai bien dit, du pays, ce qui n'a pas réussi. Donc la méthode, pour moi, la méthode de Vladimir Poutine, elle est peut-être en rupture avec ce qu'on avait vu ces toutes dernières semaines, mais elle n'est pas du tout en rupture avec la doctrine militaire russe qui consiste à utiliser au maximum l'artillerie et en particulier les missiles. Le deuxième élément, c'est que les objectifs de guerre n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé depuis la phase initiale dont je vous parlais, à savoir que Kiev n'a pas pu être conquise, Vladimir Poutine a retiré ses troupes sur sur les républiques sécessionnistes devenues aujourd'hui territoire russe, que sont Louhansk, Donetsk et toute la zone sud-est de l'Ukraine. De ce point de vue-là, on ne voit pas, en tout cas à notre connaissance, à la connaissance du public, d'éléments qui montreraient que Vladimir Poutine a changé d'objectif de guerre. Les objectifs de guerre, et sa porte-parole le répète en permanence, sont bel et bien de sécuriser ces zones, et la porte-parole en question répète sans cesse, coûte que coûte, nous y arriverons. Et enfin, troisième élément, du côté ukrainien, on voit bien que la riposte, elle est, je dirais, d'artillerie dans les deux sens, artillerie au sens propre, puisque c'est grâce notamment au système HIMARS américain, HIMARS, ces lance-roquettes multiples, extrêmement mobiles, et c'est grâce à des pièces d'artillerie mobile comme les canons César français que les Ukrainiens ont réussi à reprendre du terrain, parce qu'ils ont réussi à frapper des cantonnements et des endroits stratégiques des troupes russes. Donc la méthode ukrainienne, c'est la même, et médiatiquement, c'est la deuxième artillerie dont je voulais parler, l'artillerie médiatique de l'Ukraine fonctionne toujours à plein, et on sait là que le président Zelensky s'est montré expert en la matière. Alors par contre, il y a un élément, peut-être qui pourrait apparaître, c'est qu'on entre maintenant, et je ne sais pas si c'est à ça que Emmanuel Macron voulait faire référence, c'est on va rentrer dans une phase diplomatique de fait. C'est la phase du mois de novembre, de la première quinzaine de novembre, qui comptera 2 sommets importants, le sommet du G20 à Bali, en Indonésie, et le sommet de l'APEC, le sommet Asie-Pacifique, à Bangkok, en Thaïlande. Le premier sommet, celui du G20, normalement, si les promesses diplomatiques sont tenues, Joe Biden, Vladimir Poutine et Xi Jinping, le président chinois, seront tous les 3 présents.
Le sommet de l'APEC, Biden a dit qu'il n'irait pas parce que ce serait le mariage de sa petite fille. Il devrait y envoyer Kamala Harris, c'est peut-être une manière de se réserver la surprise d'y aller, mais Vladimir Poutine et Xi Jinping y seront. Donc moi, ce que je me dis, c'est que cette phase diplomatique, je ne vois pas comment ces dirigeants pourraient arriver dans ces deux endroits sans avoir quelque chose à discuter, surtout quand on sait que ça se passe en Asie, que les formes sont très importantes dans ces pays, que la perte de face est quelque chose de très important. Donc je peux envisager qu'il y aura un tournant à un moment donné peut-être assez proche, mais ce n'est pas tant sur le plan militaire que sur le plan de pourparlers ou de discussions dont personnellement je ne connais pas la teneur si elles ont lieu. Lionel Zinsou. Oui, alors moi je vais m'étonner plus que Richard, que je trouve placide devant ce tournant historique, parce que ça a révélé beaucoup de faiblesses. Donc Richard dit, on a commencé avec des missiles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit sur la Russie? Que c'est probablement dans une pénurie à venir de missiles parmi les derniers missiles. Pourquoi? Parce qu'on a compté le nombre de missiles, il y avait des évaluations, il y a des données de renseignement. On est un peu au bout des capacités, et ça se prouve techniquement au fait qu'on utilise des missiles solaires pour des opérations sol-sol, parce que manifestement, on n'a plus assez de missiles sol-sol. Donc, il y a un côté, il fallait réagir, puisqu'il y avait des provocations, il y avait des contre-offensives, il y avait également le camion le camion qui avait explosé sur le pont d'accès à la Crimée, qui était une provocation, qui pouvait poser des problèmes logistiques importants. Donc, il y a un élément un peu désespéré, même dans l'emploi du matériel. C'est pas juste une nouvelle offensive classique de missiles. Par ailleurs, on assume de tirer sur des jardins d'enfants, sur des ponts qui n'ont rien de militaire, sur des hôtels parce que ce sont les hôtels où descendent les étrangers à Kiev. C'est-à-dire, on assume qu'on est là pour terroriser et on assume des crimes de guerre. Parce qu'on dit, ce sont des missiles de haute précision, c'est le meilleur de la technologie russe. Bon, tout le monde pense, les Chinois ne fournissant plus, enfin, pratiquement aucun pays ne fournissant plus les composants électroniques pour renouveler ces équipements de pointe, c'est peut-être parmi les dernières salves très impressionnantes de ce domaine, mais on en vante la précision et ensuite on explique que c'était fait pour viser des hôtels et des écoles et des parcs publics. Donc il y a un élément, avec les mêmes armes, les mêmes systèmes d'armes, un élément un peu désespéré d'une réponse pour essayer d'impressionner les faucons. Mais il y a aussi cet élément qu'il y a des faucons qui s'expriment et qu'ils ont exprimé de nombreuses critiques et qu'il y a manifestement une mise en cause du ministre de la Défense, d'un certain nombre de personnes dans le commandement. On est à une rotation très importante des commandements du côté russe. La Russie qui a perdu un nombre incroyable de généraux, en partie trahissant une faiblesse de renseignement. Les militaires américains vous expliquent qu'ils n'ont pas une façon de crypter convenablement les communications militaires. Dès qu'un général ouvre son téléphone, pratiquement il est à quelques secondes de sa mort, et la coopération des services de renseignement ukrainiens avec les Américains sont extrêmement puissants. Donc il y a quelque chose, même s'il y a des éléments d'identité, mais il y a quelque chose qui ressemble à un désespoir. Et puis, il y a exactement ce qu'a dit Richard, c'est-à-dire on est avant quelque chose qui est forcément une évolution diplomatique, parce que à Bali, le président Biden a déjà dit qu'il verrait Poutine. Poutine a déjà dit pourquoi pas, mais enfin il n'y a aucune proposition sérieuse sur la table. Enfin il va y avoir une rencontre. Mais ça c'est demain. Puis il y a hier, il y a Samarcande, il y a la réunion de l'Organisation de coopération de sécurité de Shanghai. Et là c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Pakistan. Ce sont les stands, les pays d'Asie centrale, et c'est un grand échec en réalité, parce que ça a montré que, au total, la Chine respectait des sanctions financières et technologiques, que les stands, que les républiques d'Asie centrale étaient unanimement contre la guerre. Aucune n'avait reconnu
la légitimité de l'intervention, et aucune n'était prête à reconnaître l'indépendance des provinces du Donbass. Et il y avait la Turquie, il y avait M. Erdogan en invité vedette, qui est quand même un des équipementiers de drones les plus malfaisants contre les troupes russes au service des Ukrainiens. Un isolement qui a été une humiliation. 2 séquences diplomatiques, celle qui vient d'avoir lieu. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce qui me semble important, c'est peut-être de s'interroger sur cette expression, effectivement, qu'a employée Emmanuel Macron, changement de nature de la guerre. La nature de la guerre, Richard nous a dit, il y a une double artillerie, en fait, du côté ukrainien, l'artillerie de l'armement et l'artillerie de la communication. Moi, je crois qu'il y a, dans l'expression changement de nature de la guerre, on peut peut-être la voir un peu plus largement et se dire que, malgré tout, si, par exemple, le président de la République française trouve légitime de s'adresser hier aux Français pour leur dire qu'on n'utilisera pas les armes nucléaires par rapport à ce qui se passe en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, c'est un élément intéressant. C'est-à-dire qu'en tout cas, il estime que, au fond, les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent gagner. Je ne suis pas sûre qu'il y a quelques mois, on aurait imaginé ça, mais visiblement, du côté ukrainien, l'idée de reconquérir l'ensemble du territoire, y compris la Crimée, aujourd'hui est avancée par Zelensky et ceux qui l'accompagnent et son gouvernement. Donc ça me semble être un élément nouveau, en tout cas, par rapport aux alliés ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils peuvent se poser la question de si la guerre va beaucoup plus loin, comment est-ce qu'on est entraîné dans la guerre. Et ça, c'est un changement de nature. C'est-à-dire que l'Europe, les États-Unis ont toujours dit qu'ils n'étaient pas en guerre. Donc ça me semble être un élément assez intéressant, assez puissant, et qui explique sans doute l'intervention d'Emmanuel Macron pour, au fond, dire aux Français, de façon un peu alambiquée et technique, nous ne sommes pas en guerre et nous n'utiliserons pas la dissuasion nucléaire. Je rappelle que Zelensky met la pression aujourd'hui sur la France en lui disant, vous qui êtes un grand pays militaire, vous ne nous livrez pas assez d'armes. Et il y a donc une espèce de position où Vladimir Zelensky pousse son avantage par rapport, c'est pas seulement la contre-offensive par rapport aux Russes, c'est aussi l'offensive par rapport aux pays européens, et l'idée qu'il faut désormais le soutenir beaucoup plus fortement, notamment avec des armes, un bouclier anti-aérien, sur lequel il met la pression sur les alliés. Donc ça me semble être un point de changement de nature de la guerre. La deuxième chose sur le changement de nature, c'est, me semble-t-il, l'entrée de la société russe, j'allais dire, dans ce conflit de façon explicite. Je ne sais pas si vous avez regardé ou si vous avez eu l'occasion de lire des articles sur la façon dont les femmes de conscrits russes aujourd'hui discutent entre elles et se posent cette question. La question la plus fréquente, c'est quand reviendront-ils ? C'est une question que toutes les femmes se sont sans doute posées quand leur mari ou leur conjoint partait à la guerre, mais c'est une question qui a une espèce de douleur qui traduit la possibilité aujourd'hui que la société russe se sépare davantage de Poutine. Elle était restée dans une forme de passivité. Ça ne signifie pas que les Russes soutiennent les Ukrainiens, mais ça signifie que la façon dont la douleur humaine aujourd'hui pénètre au sein de la Russie est un point très important et qui, à mon avis, change la nature de cette guerre. Il y avait aussi des éléments sur ces jeunes Russes qui sont rentrés d'Ukraine et qui se sont suicidés parce qu'au fond, ils n'avaient pas supporté les horreurs ont-ils été contraints de les commettre, les ont-ils commises, mais en tout cas, ils les ont commises. Et il y a cette douleur qui aujourd'hui pénètre la société russe. Puis troisième point peut-être, puisqu'on parlait de séquences diplomatiques, cette question de ce qui s'est passé à l'Assemblée générale de l'ONU il y a 2 jours, où 143 pays ont encore voté contre cette guerre en Ukraine. Même si l'Inde et la Chine continuent de s'abstenir, je pense qu'il y a en tout cas un front qui, à l'ONU, s'affirme contre la guerre, et ça, c'est un point qui est important. Jacques Pillet. Oui, disserter longuement sur la gradation de la guerre me paraît un exercice assez délicat, parce qu'on peut se trouver dans une escalade des mots. Si à chaque tournant de cette guerre, on déclare que c'est une étape majeure qui pose le problème différemment, eh bien, les 2 parties entrent dans cette argumentation et on peut arriver à des paroxysmes extrêmement dangereux. Je crois que il faut bien sûr considérer ce qu'ont été ces récentes attaques par missiles, qui sont évidemment tout à fait intolérables et choquantes. Il faut néanmoins constater qu'il ne s'agissait pas de bombardements
comme il en a été procédé à Grozny ou à Alep ou à Bagdad sous les bombes américaines, enfin, où là les victimes se comptaient par centaines de milliers. On n'est pas du tout dans cette échelle-là. Et dire cela, ce n'est pas du tout exonérer la responsabilité de l'agresseur, mais c'est simplement garder simplement une échelle dans cette échelle sinistre des guerres. Ce qui est comme assez remarquable d'une certaine façon, c'est que les 200 missiles à peu près qui ont été tirés ont fait une trentaine de victimes. C'est évidemment beaucoup trop, mais ça montre tout de même que les objectifs étaient des objectifs d'abord civils bien sûr, mais surtout d'infrastructures dans la distribution des réseaux électriques. C'était assez ciblé sur ce domaine-là. Cela dit, faisons attention avec ce type de débat et à cette attention très ponctuelle et souvent assez émotionnelle sur tel jour de la guerre ou tel autre jour de la guerre. Car pour comprendre ce qui nous arrive, puisque nous sommes tous d'une certaine façon concernés par cela, je pense qu'il faut sans cesse avoir à l'esprit l'approche du passé, comment on en est arrivé là, et comment ce passé pourrait encore marquer le présent et l'avenir, et penser également à l'avenir, dans quelle situation on va se trouver demain ou après-demain. Alors, d'abord, Richard l'a bien précisé, il y a des perspectives, sinon de négociation, du moins de discussion, et c'est pas ce qui va se passer publiquement dans les deux sommets qui ont été évoqués, qui va être déterminant, mais c'est ce qui va se passer en amont et en aval de ces rencontres. Car le fait est que plus personne ne croit vraiment au succès du projet russe. D'ailleurs, ce projet a été amendé, on l'a dit, et c'est pas ces missiles qui modifient la nature du projet, mais la Russie, donc, ne peut pas gagner d'une certaine façon, mais l'Ukraine ne peut pas gagner non plus, en ce sens qu'elle n'arrivera pas, même avec l'appui massif des Occidentaux, même avec la faiblesse de plus en plus flagrante de l'armée russe et de la société russe, avec un délitement véritablement des forces en présence. Même dans ces circonstances, on ne peut pas imaginer que l'Ukraine, dans les prochains mois, chasse les Russes du dernier kilomètre carré de l'Ukraine. Dès lors, on est bien amené à parler de paix, de recherche de la paix et de négociation. Ce qui fait un peu froid dans le dos, je dois dire, dans le discours notamment du président Zelensky, mais aussi en partie des Américains à certains moments, c'est l'idée de dire, au fond, si vous réclamez la paix, si vous réclamez des contacts, si vous réclamez la négociation, c'est qu'en fait, vous lâchez la grande cause, la cause guerrière engagée par l'Ukraine et ses alliés. Et il est frappant de voir que certaines personnalités politiques qui ont dit « Mais maintenant, quand est-ce qu'on se met à la table des négociations ?» Ces personnes ont été souvent diffamées, traitées de complotistes, si ce n'est de poutinophiles. Là, le débat sur cet avenir du conflit qui est le nôtre, il est plus ou moins ouvert selon les pays. Notamment en Allemagne, il commence d'être assez actif, même sur les plateaux de télévision. Il reste très bloqué dans d'autres opinions publiques. Mais je pense que c'est notre devoir de considérer les développements de ce conflit, non pas le nez collé sur ce qui s'est passé la veille, mais en essayant de mettre les faits en perspective, en pensant à l'origine du conflit et en pensant à ses devenirs possibles. Richard Verly. Un des éléments, si on regarde justement qu'est-ce qui peut animer cette tectonique actuelle, quels sont au fond les éléments qui peuvent positionner différemment à la fois les autorités russes, les autorités ukrainiennes, et donc permettre cet engagement de discussion. Moi, j'en vois deux, et là encore, c'est peut-être ça qui est en train de changer.
Premier, c'est, je crois, et là peut-être je nuancerai un peu ce que vient de dire Jacques, et je nuancerai ce que j'ai dit moi-même précédemment. Il y a quand même, et là merci Lionel de l'avoir rappelé, il y a un élément qui peut être déterminant dans cette guerre, c'est l'élément technologique avec l'arrivée des boucliers antimissiles. Ça, c'est évident. On a vu combien un équipement, à savoir l'équipement HIMARS, ces lanceurs de roquettes multiples américains, a pu sur le terrain véritablement servir la cause militaire ukrainienne. Donc on a vu combien la technologie pouvait sur ce champ de bataille-là avoir un impact. Si les Européens et les Américains sont sérieux dans leur fourniture d'équipements antimissiles à l'Ukraine, alors là, ça peut quand même changer la donne de manière sérieuse, surtout si, ce qu'a dit Lionel, les missiles russes deviennent obsolètes. Donc là, moi je ne tranche pas, mais je dis regardons ça de très près. Et le deuxième élément, il est diplomatico, je dirais politique, et il s'appelle M. Erdogan. Parce que là, la Turquie est en train clairement de se positionner comme le pays qui peut jouer les intermédiaires. Et donc, est-ce que nous allons voir, de la part de la Turquie, un plan ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et il y a peut-être aussi, de manière tout à fait secrète, des choses qui nous échappent, ou en tout cas que le grand public ne connaît pas. Il semble quand même que les Américains n'aient pas rompu complètement le dialogue avec Poutine. Et vous vous souvenez d'un nom peut-être que vous avez en tête, qui est celui de Bill Richardson, l'ancien secrétaire à l'énergie de l'administration Clinton, qui a récemment contribué à faire libérer cette basketteuse américaine qui était retenue en Russie. Et on susurre ça et là que Bill Richardson, âgé de 75 ans, fin connaisseur de la diplomatie, ancien ambassadeur américain aux Nations Unies, serait en contact assez étroit avec les Russes. Ça prouve que 75 ans est l'âge à partir duquel on commence à s'épanouir. Lucille Schmitt. Merci. Moi, je voulais juste dire une très petite chose, c'est que l'hiver arrive et que, en tout cas, le changement de nature de la guerre sera évidemment dû aussi à ce qui se passe sur le terrain. Il n'y a pas seulement l'aspect technologique, et que cette arrivée, ce changement de saison qu'on redoute lorsqu'on fait la guerre dans cette région du monde, peut expliquer qu'effectivement la phase diplomatique s'accélère. Je voulais aussi dire une deuxième chose, c'est que les Ukrainiens, au fond, ont gagné cette guerre déjà, puisque nous n'avions jamais imaginé qu'ils puissent à ce point résister et mener cette reconquête, et que de ce fait, ça rend beaucoup plus difficile la phase diplomatique, puisqu'on voit bien qu'il y a tout un peuple qui est derrière son président et qui dit on ne négocie pas avec un criminel de guerre. Lionel Zinsou. Et puis il y a un volet de la guerre qui s'approfondit, c'est la guerre économique, qui, elle, ne fait que des perdants pour l'instant. Donc il est évident que l'économie russe souffre. Il est évident qu'elle souffre aussi pour le complexe militaro-industriel, et que ça va être une limite importante, mais c'est important aussi dans le domaine des biens de consommation, du confort de la population qui est mobilisée, les chefs de famille, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de jeunes conscrits, mais enfin ça désorganise plus encore l'économie. Il se trouve que les gens ont voté avec leurs pieds en quittant la Russie partout où ils pouvaient le faire pour échapper à cette mobilisation. Donc il y a forcément en ce moment une transformation à l'intérieur de la Russie. Pour l'instant, on est en train d'estimer que c'est une contraction de 10% du PIB. Une contraction de 10% du PIB, on vient d'en voir une de 6% du PIB avec la pandémie au niveau de toute l'Europe. 10%, ça commence à être très important. Mais l'inflation, les troubles sociaux ont des conséquences déjà considérables et annoncent une récession inexorable pour 2023 dans les grands pays de l'OCDE. Mais, n'étant pas du tout partie prenante, ni vraiment fournisseur de quoi que ce soit en matière d'armement, des pays, au fond, comme les pays africains, les pays d'Asie du Sud, etc., un certain nombre de pays pauvres ou émergents subissent une crise économique intense. La force du dollar, c'est aussi l'effondrement sans précédent, même en 2008-2009, des devises des pays émergents. Et c'est des ampleurs considérables. C'est 25% en Égypte, c'est 40% au Ghana, etc., etc. Donc, il n'y a que des perdants à la récession et à la guerre économique et aux sanctions, qu'on soit sanctionné, qu'on soit loin du terrain, qu'on soit sanctionneur. Et c'est quelque chose qui va s'aggravant. Et là aussi, l'hiver va être très difficile à passer.
sauf s'il y a une espèce de consensus pour arrêter ces dégâts-là. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet. Ce deuxième sujet, au point de départ, était dans mon esprit le Brésil. Le Brésil, nous sommes entre deux tours de l'élection présidentielle. Le prochain aura lieu le 30. Et nous savons aussi que à la fois Lula a remporté un score important tout en étant tout à fait inférieur à celui des sondages et que Bolsonaro, à propos duquel je recommande le livre de Bruno Meyerfeld paru chez Grasset, Cauchemar brésilien, que Bolsonaro a, lui, réalisé un score très supérieur à celui que lui prédisaient les sondages. Mais en conversant avec mes camarades ici présents, et notamment avec Jacques Pillet et avec Lionel Zinsou, il nous a paru très intéressant de mettre la situation du Brésil en rapport avec la situation de l'ensemble du sous-continent latino-américain. Car si au Brésil, l'ancien président Lula l'emportait, lors du deuxième scrutin, donc le 30, c'est 90% de la population du sous-continent qui pourrait vivre sous un gouvernement de gauche en 2022. Le mouvement a débuté avec la victoire d'Andrés Manuel López Obrador au Mexique en juin 2018, puis celle d'Alberto Fernández en Argentine en octobre 2019, celle de Luis Arce en Bolivie en octobre 2020, de Pedro Castillo au Pérou en 2021, de Xiomara Castro au Honduras en novembre 2021, de Gabriel Boric au Chili en décembre 2021, et enfin celle de Gustavo Petro en Colombie en juin 2022. Évidemment, ce sont des gauches de tendances très différentes, les unes progressistes, les autres plus populistes, certaines, comme le Venezuela, le Nicaragua et Cuba, font bon marché de la démocratie. Les programmes de Gabriel Boric, de Xiomara Castro ou de Gustavo Petro s'inspirent plus des revendications environnementales et de celles portant sur l'égalité de genre que des préceptes révolutionnaires d'antan. Les gauches démocratiques d'Amérique latine se retrouvent dans leur projet de justice sociale et de lutte contre les inégalités, mais elles disposent de marges très limitées, bien plus limitées qu'à l'époque de la première vague rose au début des années 2000, quand les dirigeants profitaient de l'explosion du cours des matières premières pour financer leur politique redistributive sans procéder à des réformes fiscales d'ampleur. Dire que le balancier repart à gauche en Amérique latine est un peu simpliste, estime Christophe Ventura, expert à l'IRIS. Il s'agit surtout d'une vague de dégagisme. La droite est revenue au pouvoir dans les années 2010 et elle est à son tour sanctionnée depuis quelques années. Le mécontentement contre les régimes de droite a été notamment nourri par la crise sanitaire liée à la pandémie, qui a encore plus creusé les inégalités. La pauvreté extrême est passée dans la région de 13,1 à 13,8% entre 2020 et 2021, un recul de 27 ans selon la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'ONU. Sur cette question, Jacques Pillet. Oui, quel intérêt, au fond, y a-t-il à parler de l'ensemble du sous-continent ? Je crois que cette Amérique latine, et surtout l'Amérique du Sud, je dirais, donne des sujets de réflexion intéressants aux Européens, et en particulier aux gauches européennes. Car, vous l'avez cité, nous avons des expériences de gauche en Amérique du Sud qui nous surprennent et qui surprennent même la gauche européenne. Lorsqu'on voit un président Boric qui manœuvre avec une très grande souplesse, qui accepte le verdict négatif du peuple par rapport à la Constitution qui avait été discutée par une constituante, et comme il rebondit, comme il s'adapte, n'est-ce pas, à la situation, c'est assez remarquable. Et la situation politique au Chili n'est pas très tendue, par exemple. L'exemple de la Colombie est encore plus frappant, puisqu'on a un ex-guerriero, un homme vraiment de gauche, l'ex-maire de Bogota, élu premier président de gauche en Colombie, qui, dès son élection, tend la main à son pire ennemi, l'ex-président Uribe, dur de chez dur, et qui pose comme principe nous devons travailler ensemble, pas d'insultes dans un sens ou dans l'autre. On essaye de s'entendre sur les véritables défis du pays. Et ce programme va évidemment bien au-delà des slogans habituels de la gauche, ou même des slogans actuels sur les questions de genre, etc. Par exemple, Pietro pose une revendication rarement débattue à gauche, c'est la question de savoir
comment encourager les entreprises qui exploitent les matières premières et les minéraux en particulier à transformer ces matières premières sur place plutôt que de les exporter sous une forme brute. C'est une problématique qui est assez peu débattue. Là, elle l'est. Et alors, à contrario, on voit une gauche brésilienne, je pense surtout au PT et à Lula, qui s'est un peu endormi sur ses anciennes visions. Mais voilà, Lula a quitté le pouvoir il y a plus de 10 ans. Beaucoup de choses ont changé, sauf les discours du dit Lula. Dès lors, on est allé vers la déception du premier tour et on peut d'ores et déjà dire que la droite a gagné au Brésil. Alors, quelle droite ? La droite constituée par la droite anti-bolsonariste, le centre-droit, qui se rallie actuellement avec plus ou moins d'ardeur à Lula pour éviter Bolsonaro, ou est-ce que nous assisterons au triomphe d'une droite assez particulière, celle du bolsonarisme, que l'on découvre dans une ampleur insoupçonnée, qui est un mélange de passion, de haine, de frustration et de violence. On a là un président qui, plus que jamais dans la campagne, tient un langage d'une vulgarité absolue, avec des insultes contre les adversaires d'une violence rarement atteinte, avec tous les moyens, toutes les machines de communication que l'on connaît, avec une intensité sur les réseaux sociaux que ses adversaires n'arrivent pas à atteindre. Et on voit que cette vague de passion qui part vraiment des tréfonds de la société est en pleine ascension. Et quelle que soit l'issue du scrutin, on se retrouvera soit avec Bolsonaro à la présidence, qui disposera en plus de la plupart des gouverneurs, d'une majorité au Parlement, et il aura la tentation, comme il l'a maintes fois exprimé, de mettre également le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, sous sa coupe. Ça, c'est un scénario. Dans le scénario d'une victoire de Lula, Lula va se trouver dans une situation extrêmement difficile avec cette majorité parlementaire qui lui est hostile, avec ses gouverneurs qui lui seront également opposés, avec une droite, centre-droit, qui va mettre toute sa pression pour que le programme économique soit conforme aux intérêts de cette droite-là. Donc on verra Lula dans une situation de quasi-impuissance. Et pourtant, l'appel d'une partie de la société, évidemment pathétique, cette société s'est appauvrie pendant les dernières années, non seulement appauvrie, mais je dirais affamée. La faim, la malnutrition ont progressé d'une façon spectaculaire, et ça, il y a des chiffres tout à fait probants qui en attestent. Et surtout, il s'est répandu une violence incroyable, une violence des gangs, des mafias, qui contrôlent véritablement certaines parties du pays, à commencer même par la Baixada Fluminense, qui est la grande banlieue de Rio de Janeiro, avec 4 millions d'habitants, où ce sont des bandits qui font la loi. Donc, si on est attaché à la démocratie dans le monde, on peut à la fois trembler et espérer à la perspective de ce second tour des élections brésiliennes. Lionel Zinsou. Oui, alors c'est quand même un espoir pour les gauches européennes que de voir qu'en quelques années, on a eu cette progression, donc qui pourrait être plus complète avec le Brésil, mais qui est déjà très impressionnante en Amérique latine. Mais vous terminiez en disant il risque d'y avoir un peu d'impuissance de Lula s'il est élu. D'ailleurs, 48% et la déception sur 48%, ça m'étonne toujours un petit peu, parce que pour avoir été candidat à une élection présidentielle et avoir remporté 29,9, je m'étais dit, c'est quand même très convenable, 29,9. Monsieur Macron à 28,5 avait l'air extrêmement content. Et là, on dit, oh, c'est quand même très, très décevant. Il a obtenu 48,5%. Oui, c'est quand même assez médiocre. Non, ça veut juste dire qu'il y a une polarisation incroyable entre deux systèmes et deux hommes qui ont des dimensions mythiques, légendaires tous les deux.
et qui sont tout à fait exceptionnelles. Donc, le commentaire français sur le thème à 48%, franchement, c'est un peu court. Ça m'étonne un peu. Mais ce sont des gauches quand même très différentes en Amérique latine. J'ai vu qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Nicaragua a rejoint les gens qui votent pour reconnaître l'indépendance des républiques du Donbass. Donc il vient à côté de gens très honorables comme la Corée du Nord, l'Érythrée, la Biélorussie. Donc il y a quand même à Cuba, au Nicaragua, au Venezuela, une espèce d'ancienne gauche extrêmement totalitaire. Et puis il y a quand même cette gauche nouvelle que vous avez décrite, l'espoir colombien, l'expérience chilienne, que vous qualifiez d'un peu sociodémocrate, même si c'est des sociodémocrates qui, à la différence des sociodémocrates européens, qui n'ont pas tous été guérilleros dans leur jeunesse, si vous voulez, depuis Régis Debray. Donc, au fond, il me semble que c'est deux gauches très, très différentes. Et puis, il y a cette gauche mexicaine ou brésilienne qui est un petit peu entre les deux. Elle n'est clairement pas totalitaire, elle est clairement dans la démocratie, mais le Parti révolutionnaire institutionnel du Mexique, qui est révolutionnaire, mais très institutionnel et au pouvoir depuis des décennies, c'est vraiment trois gauches assez différentes. Et nous aurons en Europe probablement également un printemps, y compris en France, en 2026-27 ou avant, au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale. Nous aurons la motion de censure qui va renverser le gouvernement un des gouvernements de M. Macron. Et donc, on va certainement également avoir quelque chose qui ressemble à ça, et quelque chose qui pourrait aussi se traduire par de l'impuissance, parce que ce sont quand même des gauches, et on le voit bien en France, un peu en Allemagne, qui sont un peu hétérogènes et peut-être légèrement impuissantes demain. Lucille Schmitt. Oui, moi ce que je trouve assez passionnant, grâce effectivement à Lionel Zinsou et Jacques Pillet, c'est qu'on a découvert qu'il n'y avait pas que Jean-Luc Mélenchon qui avait raison d'être fasciné par l'Amérique latine lorsqu'il s'agit de gauche, et qu'en fait l'éventail des gauches en Amérique latine est extrêmement varié, qu'on y trouve, j'allais dire, presque une gauche hollandaise, mais qu'en tout cas, qu'il s'agisse de Gabriel Boric ou effectivement du nouveau président colombien, il y a là presque une sorte de social-démocratie, même si ce n'est pas une insulte, social-démocratie, une social-démocratie à l'américaine. Et ça me semble être un point assez important. Revenons malgré tout sur la question brésilienne, parce que un certain nombre d'analystes avaient dit que si la gauche avait autant gagné en Amérique latine, c'était par un effet de dégagisme et pas forcément par un effet idéologique. Et là, on voit que Bolsonaro, alors qu'il est sortant, réussit à capter un vote populaire qui aurait pu être un vote dégagiste, mais il le fait, je voulais le rappeler, grâce au vote des évangélistes, et notamment au rôle qu'a joué sa femme d'une manière extrêmement forte pendant la campagne électorale. Il le fait par rapport à une modification du rapport de force entre catholiques et évangélistes qui lui a permis de capter une partie très importante de ces votes, et de capter ça grâce aux réseaux sociaux, alors que Lula avait fait une campagne à l'ancienne, justement, en essayant de capitaliser sur ce qu'il avait été lorsqu'il était déjà président, lorsqu'il avait lutté contre les inégalités sociales, lorsqu'il avait apporté une forme de prospérité économique au Brésil. Et donc, ce qui est pratiquement étonnant dans cette histoire, c'est que Bolsonaro apparaît presque comme un homme neuf, transfiguré grâce à ce vote évangélique, et que n'avaient pas prévu les sondages, et que Lula apparaît comme un homme qui a capitalisé sur le passé pour sa campagne, et que c'est cela, au fond, qui explique sans doute que l'écart ne soit pas plus important. Par ailleurs, comme le dit Lionel Zinsou avec beaucoup de justesse, 48% au premier tour, c'est un score qu'aucun président français, dont aucun président français n'a rêvé. Je voulais insister sur un deuxième point aussi, c'est sur l'hétérogénéité effectivement de ces gauches, qui, ceci dit, sont assez rassemblées sur un point important, l'écologie. Notamment parce que la culture extractiviste, comme on dit de façon un peu jargonnante, est importante en Amérique latine, compte tenu de la dotation en minerais, en matières premières de ce sous-continent, ou de ce continent, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire. Mais en tout cas, là, on voit bien que les dangers sur l'Amazonie, le sentiment que le dérèglement climatique touche l'Amérique latine, c'est l'un des premiers territoires touchés aujourd'hui dans le monde, ça a créé une espèce
volte-face en fait de ces présidents, et que par exemple en Colombie, l'idée que Lula pourrait gagner est un point important par rapport à la préservation de l'Amazonie. Lula a dit d'ailleurs qu'il se rendrait dans ce cas-là à la COP27 qui doit se dérouler en Égypte. Enfin, il y a une possibilité sur la question climatique que même si Lula sera affaibli s'il gagne parce qu'il n'aura pas la majorité aux assemblées, qu'il puisse construire une sorte de coalition latino-américaine sur ces questions écologiques. Et je pense que c'est un point politique très important. Richard Verly. On en a parlé. Une des choses que je trouve fascinantes en ce moment dans cette Amérique latine, ce sont les personnalités. Et je crois que trop souvent, on a tendance à regarder les mouvements, à regarder les votes, à disséquer les résultats des élections, mais à ne pas assez regarder les personnalités. Et il y a dans ces personnalités de gauche d'Amérique latine des itinéraires quand même extrêmement intéressants. Vous en avez parlé juste avant. Et ça, je trouve que c'est très porteur parce que ça amène quelque chose que, vu d'Europe, on a tendance, sinon à oublier, peut-être à minorer, c'est que pour que la gauche revienne au pouvoir, il faut qu'elle soit incarnée. Et qu'elle soit incarnée par des personnalités qui, à la fois, symbolisent une forme de rébellion, parce que c'est la gauche, donc c'est la rébellion face à l'ordre établi, mais qui incarnent aussi la capacité à gouverner, et si possible, la capacité à gouverner autrement. Donc, de ce point de vue-là, je ne sais pas quelles seront les évolutions des pays qu'on vient de citer, mais ce qui est très intéressant, c'est que l'Amérique latine nous démontre que pour que la gauche redevienne un élément moteur central du gouvernement et du pouvoir dans des démocraties, il faut qu'elle soit, encore une fois, incarnée. Et c'est tout le problème de Lula. C'est-à-dire que Lula n'est plus, il faut bien le dire, parce que l'âge, parce que son itinéraire, parce que les scandales, parce que le travail de sape de Bolsonaro, Lula n'incarne plus, au fond, même si les 48% doivent rester en tête, cette gauche et cette capacité de la gauche à changer les choses. Il l'incarne d'autant moins qu'il a pactisé, Jacques l'a très bien rappelé, avec le centre-droit qui sera lui rappeler son alliance. Donc voilà, ça je trouve que c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que l'Amérique latine doit nous interpeller, parce qu'elle apporte ces éléments qui ici, je crois, en Europe, pourraient faire demain la différence. Et puis il y a un autre énorme changement, d'ailleurs notre panel le prouve, on n'en a même pas parlé, c'est l'attitude des États-Unis. Les États-Unis, pendant très longtemps, n'ont pas supporté la gauche latino-américaine. On le sait, on ne va pas refaire l'histoire, on sait tous ce qui s'est passé. Et bien là, on a une puissance américaine qui semble, j'ai dit bien semble parce que je ne suis pas assez familier de ces zones, et il y a quantité de capacités pour les États-Unis d'intervenir, mais la puissance américaine semble accepter des gouvernements de gauche en Amérique latine et semble prête à travailler avec eux, même si pour l'instant on sent l'énervement monter à propos du Mexique et la politique d'Obrador. Là, Washington commence à s'énerver. Mais ça, et le simple fait qu'on n'en ait pas parlé, prouve qu'il y a un changement très important qui s'est passé en Amérique latine, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on ne considère plus un gouvernement de gauche latino-américain comme l'ennemi. Jacques Pilet. Oui, on peut même signaler que les États-Unis ont allégé les sanctions à l'endroit du Venezuela, et que aujourd'hui, M. Maduro se félicite de l'ouverture des Américains. Ah, il faut bien du pétrole, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, le cynisme des États-Unis à cet égard est sans borne. Et ce qui est frappant, et tu l'as fort bien dit, ce qui frappe, c'est que c'est pas du tout un thème dans les débats en Amérique latine non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nos débats en Europe, aux États-Unis, sur l'environnement, sur l'Amazonie, par exemple, finissent par avoir un effet politique intérieur. Par exemple, il y a des milieux de droite au Brésil maintenant qui sont plutôt favorables à Bolsonaro, parce que l'économie s'est pas si mal portée pendant les années Bolsonaro. Eh bien, ces milieux de droite qui sont proches des grands propriétaires terriens, des grands exportateurs, ces milieux de droite commencent à s'inquiéter un peu d'une victoire de Bolsonaro, parce que on lit par exemple des commentaires allant dans le sens, vous savez,
ça va se gâter pour nous, pour le commerce. Si nous continuons à exploiter comme nous le faisons l'Amazonie et les terres sans aucune réserve, nous allons perdre des marchés. Il faut donc être maintenant un peu plus raisonnable par rapport à notre politique écologique. Et ça, ce sont des propos qu'on n'entendait jamais dans ces milieux-là, il y a quelques années encore. Donc cela veut dire tout de même que nos débats finissent par avoir quelques poids dans l'épreuve. Nous allons pouvoir prolonger ces deux conversations, ou les conversations sur ces deux sujets, dans le dialogue avec le public, mais l'heure a maintenant sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir en recommandant un livre de Sylvie Bermann, ambassadeur de France, la première femme à porter le titre, la distinction d'ambassadeur de France, et qui publie aux éditions Talendier un livre intitulé « Madame l'ambassadeur, de Pékin à Moscou, une vie de diplomate ». En réalité, c'est beaucoup plus que de Pékin à Moscou. D'abord, c'est de Pékin à Pékin, d'une certaine manière, puisqu'elle commence sa carrière à Pékin comme jeune, dans le Pékin encore maoïste, et qu'elle poursuivra, ou qu'elle la terminera dans le Pékin de Xi Jinping, qui est à la fois celui du serrage de vis maximum et en même temps de la compétition économique la plus effrénée, mais aussi, évidemment, le sous-titre ne pouvait pas contenir tout ça, elle raconte, nous avons parlé tout à l'heure au début de cette émission, de la négociation. Eh bien, tout au long de sa vie professionnelle, Sylvie Bermann a eu à négocier. Par exemple, au moment du traité de paix pour le Cambodge. Et Dieu sait que la manière dont elle le raconte, on voit à quel point ça a été compliqué, minutieux, etc. Je pense, peut-être les récentes décisions du président de la République à propos du corps diplomatique ont soulevé cette question. Je pense qu'il faille ou non un corps diplomatique, ce qui est certain, c'est que la diplomatie est un métier, et un métier qui demande beaucoup de finesse et de vision, et c'est ce que montre le livre de Sylvie Bermann. Jacques Pinet. Oui, je crois que, puisqu'on arrive un peu vers la fin de l'émission, vous avez parlé d'un ouvrage, eh bien, j'aimerais aussi parler d'un ouvrage qui me tient très à cœur, et qui nous renvoie peut-être à la première partie de cette émission. C'est un livre qui s'appelle L'Internat, de Seri Jadan, aux éditions Noir et Blanc. C'est un grand écrivain ukrainien qui a publié plusieurs livres, dont quelques-uns sont traduits maintenant, notamment grâce à cette maison d'édition. Et l'internat décrit la situation dans le Donbass au début de la guerre, mais de la guerre qui a commencé en 2014. Jadan est du Donbass, il est de Lugansk, et il décrit l'histoire d'un prof qui va chercher son neveu dans un internat où on l'a laissé et qui est dans une zone de combat. Et la description de cette guerre du début de 2015 en particulier, est absolument saisissante parce qu'on voit que c'est une guerre, véritablement une guerre civile. Ce sont des Ukrainiens entre eux qui se dénoncent, qui s'attaquent, qui se méfient, qui se tolèrent, qui écoutent l'accent de leur langue pour savoir leur prêter telle ou telle sympathie. Et finalement, il n'y a pas de ligne de combat véritablement. Il y a des explosions ici ou là, et il y a surtout des villes étouffées par la peur, avec des chiens qui rôdent la nuit, des bus qui s'arrêtent en pleine campagne, des trains qui partent, des trains qui ne partent pas, une sorte de pourriture de la vie quotidienne avec la peur, la méfiance de l'autre. Et je dois dire que j'ai rarement lu un livre qui parle de la guerre ainsi, de la guerre entre proches, de la guerre dans les tripes, dans la tête, et avec un désir de paix évidemment immense. C'est un grand livre. Lionel Zinsou. Oui, je suis assez impressionné par ce que vient de M. Pinet. Alors, je vais vous recommander quelque chose de pacifié, puisqu'il n'est question que de guerre intellectuelle. Une étrange obstination, le livre de Pierre Nora, un livre biographique d'un académicien français, plein de verdeur, pas seulement la Biver, hein, mais plein de jeunesse absolument inimaginable qu'il ait 91 ans. Et il fait, au fond, sa biographie d'éditeur et d'historien. Et il a été, chez Gallimard, le créateur de toutes les collections d'histoire. Il est un peu
avec la revue Le Débat ou avec les grandes collections d'histoire à la fois très académiques et aussi plus grand public, ce que pour la Nouvelle Revue Française, la NRF, quelques 100 ans auparavant, avait été Gide, en fait, en gourou de l'épopée littéraire des années 20 et 30 de Gallimard. Et lui, Pierre Nora, fait ce bilan où on voit passer Jacques Derrida, Michel Foucault, Marcel Gauchet, et puis tous les grands historiens des annales, Le Goff, Braudel. Et c'est une biographie collective de la plus grande, probablement en langue française, épopée de sciences sociales dans l'édition de la plus grande qualité. Richard Verly. Alors je vais continuer sur ce terrain de la raison, je vais vous parler d'un discours. Vous en avez peut-être entendu parler ces jours-ci, c'est le discours que Josep Borrell, le haut représentant pour la politique étrangère de l'Union européenne, a prononcé lundi 10 octobre devant la conférence des ambassadeurs européens. Les ambassadeurs européens qui sont donc, je le rappelle, supposés représenter l'Union européenne à travers le monde. Ce discours, il est extrêmement intéressant et je vous suggère d'en prendre connaissance parce que d'abord, Borrell fait une chose, donc Borrell est espagnol, catalan, il a été président du Parlement européen, c'est un homme politique, socialiste. Première chose, il fait quelque chose que l'on fait rarement, y compris quand on torture le corps diplomatique à la française, c'est dire aux ambassadeurs « vous devez bosser ». Ça suffit, vous devez vous mettre au boulot. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, il a dit à ses diplomates, maintenant, il faut bosser, parce que la puissance de l'Union européenne, l'influence de l'Union européenne dans le monde, elle ne pourra être défendue que si vous, sur le terrain, vous bossez. Vous bossez, ça veut dire quoi ? Vous m'apportez, les bonnes informations, et apporter les bonnes informations, c'est pas seulement lire la presse. Deuxièmement, si vous-même, vous êtes des relais d'influence pour l'Europe dans le pays où vous vous trouvez. Et j'ai trouvé d'abord, que c'était courageux, 2, que c'est la vérité, et 3, que ça démontre que même si on est attaché à des statuts, comme ceux du corps diplomatique, on peut quand même quelquefois secouer les diplomates parce qu'ils le méritent. Lucille Schmitt. Sans aucune transition, après avoir parlé de Josep Borrell, moi je voulais vous recommander une exposition qui s'appelle Black Indians de la Nouvelle-Orléans, qui est au musée du Quai Branly à Paris, donc musée des Arts Premiers. C'est une exposition incroyable qui m'a vraiment enthousiasmée. Elle est, au fond, c'est une exposition qui met en valeur le carnaval de la Nouvelle-Orléans. Et ces Black Indians, qui sont-ils ? Ce sont au départ des esclaves noirs. Ce ne sont pas des Indiens. Ce sont vraiment des esclaves, mais qui reprennent à leur compte la façon dont les Indiens, les Amérindiens eux-mêmes ont été martyrisés, exterminés au moment de la colonisation par les puissances du continent nord-américain. Et cette exposition, elle est à la fois luxuriante parce qu'on y voit les costumes du bison blanc, par exemple, inventés par ces Afro-Américains. On réalise qu'il y a un lien avec les rites Yoruba, que connaît certainement beaucoup mieux Lionel que moi, puisqu'il s'agit de rites qui viennent du Nigeria et du Bénin. Mais on y voit aussi la façon de reprendre cette espèce de longue complainte de tous ceux qui, au fond, ont été soumis, asservis, et qui, grâce à la créativité, grâce au costume, grâce à l'inventivité, grâce au syncrétisme, échappent à tout ça. Et cette exposition est absolument magnifique, merveilleuse. Vous en sortez avec l'envie d'être carnavalesque, et je crois que c'est aussi quelque chose d'important dans le monde d'aujourd'hui. Je vous remercie, je remercie la Fondation Michalski pour son accueil, pour la générosité de son accueil, et aussi pour le fait d'avoir avec nous passé cet accord, ce pacte, que nous nous reverrons une fois par trimestre, à partir de maintenant. Je remercie aussi Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Olivier Magloire, qui veille à la plateforme de financement à laquelle tous et chacun sont invités à contribuer, et Nicolas Tourneau, qui veille au site. Et puis je remercie Jérôme Francioli, qui a enregistré cette émission ici à la Fondation Michalski pour nous, et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le public de la Fondation pour prolonger nos conversations par des échanges, et puis dans quelques jours pour la diffusion de ces échanges avec le public que nous allons enregistrer. Merci, et à la fois à tout de suite, à la semaine prochaine, et à très bientôt.